Bienvenue à cette nouvelle conférence des Jeudis Santé. Chaque année, plus de 10 millions de nouveaux cas de cancer sont répertoriés dans le monde. Le cancer est responsable de 28% environ des causes de mortalité dans les pays occidentaux, soit un décès sur quatre. Le cancer est la première cause de décès par maladie chez les enfants de 8 à 18 ans. Il frappe un enfant sur 400 avant l'âge de 15 ans. Plus de la moitié des enfants ont moins de 5 ans au moment du diagnostic. La leucémie est la forme la plus répandue de cancer chez les enfants. On en retrouve deux formes, la leucémie aiguë myéloïde et la leucémie aiguë mégakardioblastique. Malheureusement, les traitements contre ces deux formes de leucémie ont montré leurs limites. C'est ainsi que près de 40 à 60% des enfants atteints ne survivent pas 5 ans après le diagnostic. Nous allons aborder trois points aujourd'hui. D'abord, de mieux comprendre le cancer, ensuite de voir la lumière qui est au bout du tunnel, et enfin de faire l'état de la recherche. Qu'est-ce qu'un cancer? Un cancer est une tumeur maligne ou une forme de masse de tissu qui est caractérisée par la prolifération de cellules dites anormales ou anarchiques. Celles-ci peuvent envahir les tissus voisins de l'organe d'origine, par exemple le col de l'utérus, les poumons, etc. Et en absence d'un diagnostic et d'un traitement précoce et efficace, peuvent se disséminer dans tout l'organisme. Le cancer peut toucher n'importe quel tissu du corps. Cependant, des cellules comme les cellules musculaires et les neurones qui ont une production plus lente et sont un peu plus épargnées. Maintenant, voyons les causes du cancer. On connaît beaucoup plus de nos jours sur les causes de ce mal du siècle, sans malheureusement pour autant tout expliquer sur son origine et son évolution. Voyons d'abord son origine. Tout commence au sein de l'ADN d'une cellule, cette unité de départ de tout être vivant. Donc, il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'ADN et il n'y a pas de vie sans vraiment des cellules. C'est le cas d'une bactérie qui ne contient qu'une seule cellule jusqu'à l'être humain qui en compte des milliards. Les cellules se regroupent pour former, comme on sait, des tissus différents, puis des organes spécifiques. Le cancer passe par 4 étapes. Une première étape d'initiation, une de promotion, une d'invasion et la dernière de colonisation. Voyons maintenant en détail chacune de ces étapes. D'abord, l'étape d'initiation. C'est comme une allumette à l'origine d'un feu. Un cancer est causé par un de ces facteurs initiateurs.
soit un gène défectueux hérité de notre lignée génétique, soit un agent infectieux qui agresse l'ADN d'un tissu, ou encore une usure liée à l'âge dans les mécanismes de réparation de l'ADN, et enfin un traumatisme. Cependant, cette dernière hypothèse de l'origine psychosomatique ou émotionnelle du cancer reste encore à valider scientifiquement. Donc, plusieurs gènes sont associés actuellement à différentes formes de cancer. Donc, tout le monde connaît, par exemple, le fameux BRCA1 pour le cancer du sein et des ovaires. Donc, il y a différents autres gènes qui ont été identifiés. Maintenant, voyons la deuxième étape, la promotion. Comme le carburant est nécessaire pour allumer un feu, l'étape de promotion d'un cancer est entretenue par des facteurs qualifiés de promoteurs. On estime que 90% des cancers sont favorisés par ces derniers, dont 80% sont des facteurs promoteurs externes, donc comme les substances chimiques en provenance de l'alimentation, de l'air, de l'eau, de même que les rayonnements du soleil et autres sources figurent parmi les principaux facteurs promoteurs externes. En ce qui concerne les facteurs promoteurs internes, il en existe plusieurs, mais les plus connus sont certainement les hormones sexuelles, estrogène, testostérone, notamment de même que les facteurs de croissance. La progestérone et l'insuline sont aussi des facteurs promoteurs endogènes. Or, on sait que cette dernière, donc l'hormone, est excessivement élevée dans le cas d'un surpoids, donc quelqu'un qui est un peu obèse. C'est ainsi que les cellules adipeuses constituent un important facteur promoteur interne. Il en est de même du débalancement de la flore, de putréfaction intestinale. Donc, parmi les facteurs promoteurs du cancer, il y a des produits chimiques et des fibres qu'on appelle nous comme les fibres d'amiante, le benzène. Il y a également certains médicaments. Il y a les radiations, on connaît bien, donc les rayons du soleil, et également les radios, même formes de radiothérapie, pas de radiothérapie, mais les radios qu'on utilise pour faire des diagnostics. Donc, il ne faut pas en faire trop. Également les habitudes personnelles et alimentaires. Et enfin, les infections virales. On connaît bien le fameux papillomavirus humain qui cause un petit peu le cancer de l'utérus. Troisième étape, l'invasion. Nous arrivons à la troisième étape de développement d'un cancer, celle où les cellules cancéreuses sont apparues et ont été en mesure de se multiplier massivement. C'est en grande partie par la mise en place d'un système de défense dit néoplasique que les cellules cancéreuses ont eu la capacité de se développer librement, de se multiplier et d'effectuer l'évasion des tissus voisins. Et enfin, la dernière étape, la colonisation. Lorsque les cellules cancéreuses ont été capables de créer d'autres foyers, en passant notamment par le sang, on parle alors de métastase. Le cancer devient alors particulièrement difficile à soigner. Pour qu'un cancer soit détectable, il doit mesurer au moins 1 cm3, environ la grosseur d'un haricot. Il compte alors plus d'1 milliard de cellules. Après ce stade, le traitement du cancer ne dépend plus de mesures préventives. Dans le meilleur des cas, ces dernières joueront un rôle auxiliaire ou complémentaire, soit à la chirurgie, à la radiothérapie ou à la chimiothérapie. Si on regarde un petit peu la fameuse courbe de Collins, qui illustre ce qu'on appelle nous l'évolution d'un cancer, on voit que à zéro, ça la première année, deuxième année. À partir de la deuxième année, le cancer s'est fixé. On compte à peu près 1000 cellules et ça progresse. Et rendu à peu près 5 ans, souvent on parle de phase d'irréversibilité. Donc le cancer n'a pas pu être conjugué, maintenu et combattu par l'organisme et continue à évoluer. Et souvent, c'est à partir de près aux alentours de 8 ans
où on peut maintenant avoir ce fameux qu'on appelle nous dimension détectable d'un cancer. Et on a déjà à peu près 1 milliard de cellules cancéreuses. Et on meurt à peu près à 100 milliards de cellules cancéreuses lorsque vraiment tout l'organisme a été envahi. Donc on voit que ça prend du temps pour que le cancer s'installe. Maintenant, on voit un tableau synthèse des étapes de l'évolution qu'on vient de voir. Donc on voit qu'il y a une étape d'initiation qui conjuguée à une étape de promotion. Donc, et ces étapes-là, si on parle d'étapes d'initiation, ils sont faites à base de facteurs qu'on appelle nous des facteurs oncogènes. Donc, les facteurs oncogènes, c'est des facteurs qu'on appelle nous initiateurs, comme l'adénovirus qu'on appelle nous, qu'on a vu, ou bien les gènes, ou bien l'âge, etc. Et les autres facteurs promoteurs sont des facteurs qu'on appelle nous carcinogènes. Et c'est lorsque ces deux se rencontrent, on a ce qu'on appelle nous une mutation, et ça crée ce qu'on appelle nous la cancérisation. Et c'est maintenant, et on va avoir, pour qu'il puisse évoluer, il faut qu'il y ait un débalancement immunitaire, donc une faiblesse de l'immunité. Et c'est là que les cellules cancéreuses vont profiter de mettre en place ce qu'on appelle, nous, une défense néoplasique. C'est un genre de glaire, un genre de bouclier qui empêche au mécanisme immunitaire de les attaquer. Et ainsi, ils peuvent maintenant entreprendre leur invasion et de coloniser l'ensemble de l'organisme par les métastases. Les cancers également peuvent être classifiés et on les classifie en deux catégories. Ce qu'on appelle nous les stades de cancer qui déterminent ce qu'on appelle nous de choisir le traitement le plus adapté et approprié. Les stades varient de 1 à 4. Plus le chiffre est élevé, plus le cancer est avancé. Cependant, il existe des traitements pour chacun des stades. Le stade 1, pour les tumeurs solides, désigne un cancer très localisé, alors que le stade 2 est un cancer qui reste localisé, mais plus avancé qu'au stade 1. Le stade 3 est une tumeur qui porte préjudice à l'appareil autour ou qui a envahi les ganglions. Et enfin, le stade 4 est un cancer avec des métastases. Donc, on voit de 1 à 4, le cancer maintenant progresse. Maintenant, si on voit maintenant les grades. Donc, le stade d'un cancer qu'on vient de voir correspond à un état d'avancement géographique du cancer. Donc, il évolue et il commence, il est localisé, ensuite il envahit. Contrairement, le grade, lui, correspond à l'agressivité du tissu cancéreux. Le grade 1 indique un cancer qui n'est pas agressif, alors que le grade 2 est un cancer moyennement agressif et le grade 3, un cancer agressif. Un cancer peut être un cancer débutant de stade 1 et avoir paradoxalement un grade 3 d'agressivité. De même, un cancer peut être au stade 4 et avoir un grade 1, c'est-à-dire un cancer peu agressif. Ainsi, pour établir un pronostic et le bon traitement d'un cancer, il faut avoir ces deux informations. À quel stade est rendu le cancer et quel est le grade de ce cancer-là. Maintenant, voyons la deuxième partie la plus intéressante, c'est la lumière au bout du tunnel. Cette lumière est caractérisée par deux approches. La prévention active. Les recherches en épigénétique permettent d'affirmer que les facteurs initiateurs, comme on a vu, donc on parle de gènes, on parle d'adénovirus, on parle d'usure, ne suffisent pas à eux seuls pour développer la grande majorité des cancers. Il y a quelques rares cancers où le facteur initiateur peut être vraiment, surtout lorsque on parle de gènes qu'on appelle de type double, donc que les deux parents nous ont transmis. C'est pourquoi on dit qu'il s'agit, en plus on sait que les facteurs initiateurs, il s'agit de facteurs qu'on appelle non invariables et non prévisibles, sur lesquels nous avons très peu de contrôle. C'est le cas de l'héritage génétique, on n'a pas choisi nos parents, des agents infectieux et de l'âge, qui, comme on dit, qu'on n'a pas vraiment de contrôle dessus. Il est donc préférable de porter plus d'attention aux facteurs promoteurs externes et internes, soit exogènes et endogènes. Donc, les boucliers contre le cancer, il existe de très nombreuses études sur les effets de l'alimentation sur les différentes phases de cancer.
Cependant, la plupart d'entre elles démontrent également qu'il n'existe pas d'aliment miracle, c'est-à-dire un aliment, si on le prend seulement, puis mettons, on guérit ça. Non, ça n'existe pas. C'est le mode de vie et le milieu de vie en général qui compte. Cela signifie qu'il faut faire le plus de bons choix possible en matière de saines habitudes de vie, en particulier en évitant le plus possible les facteurs promoteurs carcinogènes, en adoptant des habitudes anti-polluants et anti-cancer. Bon, maintenant, c'est deux types d'habitudes. D'abord, les habitudes anti-polluants. Il s'agit essentiellement de fibres, les fibres alimentaires, de minéraux et d'autres chélateurs. Soit les chélateurs sont des nutriments qui peuvent capter et capturer, qu'on appelle nous, et certains déchets. Les fibres sont apportées par une alimentation végétale en particulier, fruits, légumes, oléagineux, céréales complètes, non pas raffinées. Ces aliments ont la capacité d'accrocher les polluants et de réduire leur contact avec les parois du système digestif. De plus, encore, ils accélèrent le transit intestinal, ce qui diminue le temps de contact des toxines qui frottent les parois de l'intestin. Ensuite, il y a le calcium, le magnésium, le sélénium, la vitamine C, la taurine et le glutathion qui agissent tous en se collant à des polluants, dans le tube digestif en particulier, comme à l'intérieur des cellules. D'autres agents comme de sulforaphane et contenus dans les crucifères, donc le chou, cresson, navet, radis, et rutabaga, et brocoli, etc., sont capables d'activer cette détoxification. Donc, mettez beaucoup d'emphase sur les aliments antipolluants. Ensuite, les antioxydants. Ils luttent contre les radicaux libres. Les radicaux libres sont ces derniers qui sont principalement responsables de l'étape d'initiation, qu'ils soient issus de la combustion des calories, de l'activation des globules blancs, du tabac ou des polluants ou de l'excès de fer. Donc, ces radicaux libres, il faut les neutraliser parce qu'ils agressent l'ADN et sont à l'origine qu'on appelle de la dégradation de l'ADN. L'idéal est donc de foncer sur les antioxydants classiques, à savoir la vitamine C, la vitamine E, les caroténoïdes, le sélénium, les flavonoïdes, l'acide alpha-lipoïque. Tous ces nutriments luttent pour conserver l'intégrité des gènes contenus dans le ruban d'ADN. D'autres, comme la vitamine B9, la vitamine B12, le magnésium ou le zinc, jouent un rôle capital dans la réparation du génome, mais tout particulièrement en amenant le milieu biologique ou terrain dans une zone d'équilibre non propice au développement d'un des maladies graves. Maintenant, il y a les alicaments. Donc, les alicaments, c'est les éléments phytochimiques qu'on retrouve dans les aliments. Dans la lutte contre le cancer, pour éviter d'atteindre l'étape d'invasion, mentionnons les alicaments. Il s'agit de ces aliments et épices contenant des produits actifs anti-cancer. Par exemple, le curcuma est capable de bloquer un signal essentiel à la prolifération des cellules tumorales, le fameux FF-GABA-B. Tout comme le gingembre, les aliacées, l'ail, l'oignon, l'échalote, le fenouil, le poireau. Ces derniers ont, tout comme les algues, le kombu et le wakame, de même que le jus de grenade, la capacité de pousser au suicide ou à ce qu'on appelle à l'apoptose les cellules cancéreuses. Le thé vert, qui a également un effet inhibiteur indéniable de l'absorption du fer, qui, en excès, comme on le sait, dans l'organisme, favorise le développement de tumeurs qui déjà existent et en utilisant comme facteur le fer comme facteur de croissance. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas prendre trop de fer et surtout trop d'aliments riches en fer, donc la viande rouge en particulier. Donc, si on regarde un petit peu la liste des aliments antioxydants et des alicaments, il y en a toute une liste. Donc, il y a les éléments actifs qu'on retrouve dans les légumineuses, les germes de sel, le soya, le fameux cholestéine. Il y a les flavonoïdes qu'on retrouve dans tous les fruits, les légumes et les herbes qu'on appelle nous aromatiques. Il y a également l'indole qu'on retrouve dans les légumes crucifères, comme on a dit. Il y a le soufre, les fibres
les ignames qu'on retrouve dans les graines de lin, graines de Grenoble, les noix de Grenoble, de glutathion. Donc, tout ça sont ce qu'on appelle nous des éléments actifs qui ont des propriétés qu'on appelle nous et protecteurs très importants. On retrouve également d'autres comme les fameux qu'on appelle nos les trépènes, qu'on retrouve dans les agrumes, donc tous les oranges, etc., mais surtout dans les écorces. Okay? La vitamine D, vitamine E qu'on a vu, sélénium. Donc, ça, c'est tout, rappelle-nous, de notre plan alimentaire. On devrait, dans notre liste d'épicerie, favoriser tous ces aliments. Donc, si on fait un petit guide alimentaire contre le cancer, qu'il faudra manger presque quotidiennement, il est recommandé de prendre du chou de Bruxelles, le brocoli, le lait, des oignons, des épinards, du soya, des graines de lin, des tomates, et sur de la pâte de tomate, parce que il faut que dans la tomate crue, on ne retrouve pas l'élément actif, c'est de la tomate qu'on appelle notre cuite, donc la pâte de tomate en particulier, curcuma, il faut l'associer avec un peu de poivre noir pour qu'il soit actif, les bleuets, en général, ce qu'on appelle nous les canneberges, les raisins, chocolat noir, jus d'agrumes, thé vert et du vin rouge. Le vin rouge, je mettrai un bémol, ce n'est pas une obligation, on peut prendre du vin rouge, oui, mais privilégier le vin rouge, appelons-nous désalcoolisé et qui ne contient pas de sulfite. Donc, ce n'est pas l'alcool du vin qui est important, c'est ce qu'on appelle nous les polyphénols et autres éléments actifs que le vin contient. Donc, essayez de privilégier des vins désalcoolisés parce que l'alcool est un neurotoxique, on n'en a pas besoin. L'autre outil qu'on appelle, nous, dans la prévention active, c'est l'activité physique. L'activité physique fait baisser le taux des hormones, estrogènes et testostérone, impliqués notamment dans les cancers du sein, de l'utérus et de la prostate. Okay? Et elle retarde l'âge des premières règles et allonge les cycles menstruels, diminuant ainsi le nombre total de cycles de la vie d'une femme. Elle stimule les défenses immunitaires contre les cellules anormales, en particulier les cellules cancéreuses. Et ils ont trouvé le nom des fameuses NK, les natural killers. Le seul fait de marcher durant 3 à 5 heures par semaine a réduit d'environ 50% le risque de décéder prématurément d'un cancer du sein, comparativement à un groupe de femmes ne faisant pas d'exercice. Donc, ce n'est pas trop demandé, 1 heure de marche à peu près par jour. Donc, si on fait une synthèse de cette mécanisme qu'on appelle nous métabolique du cancer, on a ce qu'on appelle nous les facteurs promoteurs qui dégradent qu'on appelle nous le terrain et sont ce qu'on appelle nous des facteurs carcinogènes, l'alimentation, les engrais, la pollution, etc. Et après ça, ces éléments-là, lorsqu'on les évite pas, et vont, qu'on appelle nous, rendre le terrain plus alcalin. Okay? Donc, le pH va augmenter. Également, il va oxyder le système en créant beaucoup de radicaux libres et il va, en d'autres mots, déminéraliser le système. Donc, on va avoir ce qu'on appelle, nous, les trois facteurs qu'on appelle, nous, le pH, le niveau d'oxydoréduction et la conductivité qui vont, qu'on appelle, nous, augmenter. Une fois qu'on a ces éléments-là, qu'on appelle un terrain alcalin oxydé et encrassé, on va avoir un débalancement de la cellule. Donc, une cellule saine, généralement, elle appelle nous le noyau est négatif et qu'on appelle nous les parois sont positifs. On appelle ça une cellule saine. Donc, généralement, on appelle ça du plus au moins. Donc, toute l'énergie se concentre. Okay? Malheureusement, lorsqu'on a trop de déchets, ça inverse ce qu'on appelle nous la polarité de la cellule et la cellule qu'on appelle nous s'encrasse. Et là, maintenant, c'est l'éclatement et l'ADN est affecté. Donc, une cellule saine, comme on voit, il y a une cellule mère qui crée qu'on appelle nous une seule autre cellule, donc elle est fonctionnelle. Contrairement dans une cellule qu'on appelle nous anarchie, il y a différentes cellules mères qui vont se multiplier et c'est ainsi qu'on assiste ce qu'on appelle nous à une prolifération qu'on appelle nous des cellules cancéreuses. Donc, ça, c'est la fameuse la théorie de Warburg. Warburg, c'est lui qui a eu le prix Nobel en médecine pour avoir découvert la cause du cancer. Il disait que la cause du cancer, c'est un débalancement métabolique de la cellule qui inversait qu'on appelle nous et le pôle qu'on appelle nous cellulaire. Et il disait que tant qu'on ne va pas ramener qu'on appelle nous cette intégrité cellulaire, on ne va pas soigner le cancer.
Malheureusement, on a mis de côté la théorie de Warburg et on s'est beaucoup plus concentré sur comment combattre les masses qu'on appelle non et tumorales au lieu de retourner au niveau des causes, qui sont, comme on voit bien, les facteurs promoteurs. Maintenant, si quelqu'un a un bon terrain, il y a comme quatre grands terrains. Le terrain qu'on appelle nous le parfait de santé, c'est quasiment au centre. Et si on regarde ici le pH, donc on a un terrain qui est de type alcalin et oxydé, c'est le cadran 3. C'est le terrain qu'on appelle nous des cancers. Donc lorsque notre terrain est dégradé, il devient trop, qu'on appelle nous, du type alcalin oxydé. Et cette alcalinité, comme telle, est causée par ce qu'on appelle nous, une acidose du terrain. Donc, plus le terrain devient acidifié, plus, disons, on a tendance à faire ce qu'on appelle nous, une alcalose réactionnelle. Donc, sans tomber dans les détails, donc ça, c'est quelqu'un qui est en bonne santé, a le sang aux alentours de 7,2, 21 d'oxydation et 210 de résistivité. Ça, c'est la salive et l'urine. Et une fois qu'on a un cancer, on voit que le teint devient plus alcalin, devient plus oxydé et on appelle nous l'encrassement s'installe avec aux alentours de 120 d'euros. Et le paramètre qui va nous permettre de surveiller bien l'évolution du terrain, c'est l'urine. Donc, plus que l'urine devient acide, donc plus que le terrain devient acidifié, le corps, pour se rebalancer, va produire beaucoup de produits alcalins et c'est là, en d'autres mots, qui va être, qu'on appelle nous, débalancer le terrain pour qu'il devienne, qu'on appelle nous, de type alcalin. Okay? Donc, et pour pouvoir le corriger, il faut combattre l'acidité du corps, donc en mangeant moins de produits acides et surtout en réduisant qu'on appelle nous l'oxydation des cellules, donc en mangeant plus de produits qu'on appelle de type antioxydant et surtout de nettoyer le terrain en mangeant moins de produits polluants pour désintoxiquer le terrain. Autre support, il y a la gestion des facteurs de stress chronique. Et on ne peut pas dire que le stress peut initier un cancer, mais le cancer, le stress peut être un facteur qu'on appelle nous promoteur, qui est un facteur qui va affaiblir l'immunité générale. Et ensuite, on a un sommeil réparateur. On a remarqué que plus on dort, c'est à l'heure du sommeil réparateur que le corps se répare et surtout que le corps va éliminer ses déchets. Et en particulier le cerveau, c'est là que le cerveau, qu'on appelle nous, fait le ménage et enlève, qu'on appelle nous, certaines toxines au niveau du cerveau. Donc, un bon sommeil, une bonne nuit de sommeil est incontournable. Ensuite, il y a l'allaitement. On a remarqué que les femmes qui ont allaité ont un facteur de protection plus que les femmes qui n'ont pas allaité. Il y a la prise de certains anti-inflammatoires parce qu'une fois qu'on a une masse qu'on appelle nous cancéreuse, comme on a vu avec l'obésité, on crée beaucoup de produits d'agents inflammatoires. Donc, le corps essaie de combattre l'inflammation. Donc, on peut, avec quelques médicaments comme l'aspirine, l'ibuprofène, mais pas le paraphénol. Donc, l'aspirine et l'ibuprofène, qui sont des anti-inflammatoires, on peut, par exemple, avec des petites doses, et ça va mettre de terrain qu'on appelle nous de type acide réducteur. Et c'est un traitement qu'on appelle nous précoce et qui permet de corriger le terrain. On a également remarqué ces temps-ci que les statines pour contrer l'hypercholestérolémie est en lien avec une baisse du certains cancers, du cancer du pancréas, de l'œsophage, de la prostate, du sein, du poumon et du côlon. Mais par contre, j'ai dit que là encore, il ne faut pas tomber dans le panneau. En prenant ces médicaments-là, ça ne va pas corriger les causes. Rappelez-vous que les causes sont les facteurs promoteurs qu'il faut corriger. Troisième et dernière partie de notre intervention, c'est l'état de la recherche. On peut dire que pour le cancer du poumon, et les pronostics sont assez bons. Des recherches ont fait progresser 75% la fiabilité des pronostics pour les patients atteints d'un cancer du poumon. Leur approche pourrait être appliquée à d'autres cancers. Et c'est ainsi que c'est un progrès important, explique Philippe Jaubert de l'Université Laval, un des auteurs de l'étude publiée dans la revue Nature. Nous avons pu identifier 35 marqueurs à l'aide d'imagerie par cytométrie. Nous avons ensuite identifié les patients plus à risque de récidive et leur proposer des traitements après une chirurgie
pour éviter que le cancer revienne. La technologie que nous avons utilisée a été mise au point à l'Université McGill et permet d'étudier simultanément plusieurs types de cellules. L'analyse est faite avec l'intelligence artificielle. Donc actuellement, on dit que de plus en plus, on peut prédire un petit peu l'évolution des cancers du poumon avec des marqueurs et mettre en place ce qu'on appelle nous des traitements appropriés. Pour le cancer du sein, bon, et on vient de découvrir au Japon un médicament prometteur, le fameux Lanreotide. Donc, Lanreotide actuellement a d'abord été approuvé pour les cas très graves de cancer, mais vient de l'aide pour des cancers moins avancés. C'est un anticorps conjugué qui combine un anticorps visant la fameuse protéine HEA2 et qui est impliquée dans le cancer du sein, exprimé dans la moitié des tumeurs du cancer du sein, avec un agent de chimiothérapie toxique pour le tumeur. Donc, c'est ça ce médicament-là. Et actuellement, c'est le médicament le plus prometteur depuis 15 ans, expliquent les chercheurs du Centre universitaire de santé McGill. De plus, l'amertume pourrait être utilisée contre d'autres types de cancers. Donc, on peut dire que c'est une piste prometteur. Pour le cancer colorectal, l'Agence nationale de sécurité alimentaire de France a confirmé mardi un lien entre le risque de cancer colorectal et l'exploitation au nitrite et au nitrate. Donc, on sait que lorsque on prend ce qu'on appelle nous des produits contenant des nitrates, ce sont ces sels nitrés, sont utilisés pour stabiliser la couleur et la saveur des viandes. Ils allongent la durée de vie des charcuteries et préviennent le développement de bactéries comme le fameux Clostridium et botulinum qui cause le botulisme, une maladie qui paralyse et mais très grave. Et si on réduisait la consommation de charcuterie à une demi-portion par semaine, nous pourrions prévenir environ 16 000 cas de cancer. Pour le cancer de l'AVC, on parlait d'environ 12 mois de survie, une fois la présence de métastases détectées. Avec l'immunothérapie, l'espérance de vie se situe entre 24 et 36 mois en moyenne chez les patients qui répondent au traitement. On commence à observer des cas de guérison également. J'ai vu pour la première fois des gens avec une maladie métastasique guéris de leur cancer de la vessie. Ça n'a jamais été vu avant. Et c'est le docteur Geldres, qui est oncologue au CHUM de Sherbrooke, qui dit cela. C'est quoi l'immunothérapie? Notre système immunitaire a la capacité de trouver et de détruire les cellules cancéreuses. Mais tant et aussi longtemps que la cellule cancéreuse n'a pas mis ce qu'on appelle la défense néoplasique. Et c'est là que les cellules immunitaires ont plus de difficulté à pénétrer cette masse-là. Les cellules cancéreuses se cachent parfois, comme on dit, de notre système immunitaire afin d'éviter d'être détruites. Les cellules cancéreuses peuvent aussi empêcher le système immunitaire de fonctionner correctement. L'immunothérapie aide à renforcer ou à rétablir la capacité du système immunitaire de combattre le cancer. Actuellement, il y a beaucoup de traitements qu'on appelle nous avec des anticorps monoclonaux, etc. comme tel. Donc, l'immunothérapie vraiment est une voie de recherche innovante et qui est très prometteuse. Autre traitement promoteur, il y a le foie, la cryothérapie. Donc, on a remarqué que réduire la température ambiante pourrait donc s'avérer un moyen extrêmement simple d'améliorer l'efficacité des traitements anti-cancer. Mais actuellement, il y a des chambres, des genres de caissons où on met les personnes atteintes de cancer, puis on les refroidit. Mais on n'a pas besoin de faire des choses aussi extrêmes. L'idée, c'est d'essayer de vivre dans un milieu qu'on appelle nous qui est entre 24 et 22 degrés le plus possible, ce qui déclenche une absorption importante de glucose dans les tissus adipeux. Donc, ce que fait le foie active le métabolisme des glucides par les cellules qu'on appelle non adipeuses,
surtout les fameuses qu'on appelle adipeuses, les graisses brunes. Et comme on sait que le cancer s'alimente de sucre, donc si, disons, il n'y a plus de sucre disponible, tranquillement, ça amène la mort des cellules cancéreuses. Donc, en d'autres mots, le plus qu'on est dans un milieu plus froid, on a tendance à alimenter nos cellules qu'on appelle nos adipeuses et d'activer le métabolisme des graisses. Autre voie, c'est la médecine botanique. Il y a les extraits de Paro Pereira, le fameux Paro Pereira, ou le Revolfia, et qui induisent ce qu'on appelle l'apoptose des cellules, donc qui poussent les cellules à se tuer elles-mêmes, à se faire harakiri. De nombreuses études précliniques ont également montré que lorsque les extraits sont associés à des traitements de chimiothérapie conventionnelle, les résultats sont synergétiques, donc ils transitionnent. C'est le docteur Mirko Belzinski de l'Institut Pasteur, qui est, bon, actuellement qui est décédé, c'est sa fille maintenant qui continue ses recherches, a publié plusieurs recherches sur l'efficacité de ces plantes amazoniennes. Donc c'est lorsqu'on associe ces plantes-là au traitement conventionnel, on arrête. Mais donc, si on ajoute la cryothérapie, si on ajoute ce qu'on appelle des aliments anti-polio, anti-cancer, c'est tout ça qui permet d'avoir des succès. En conclusion, l'urgence est de concentrer les efforts et les ressources sur la prévention active qui repose sur les facteurs promoteurs de la lutte contre le cancer et d'accélérer la recherche en innovation avec des traitements qu'on appelle nous moins agressantes, moins invasives, comme on parle de cryothérapie, on parle de médecine botanique. Et donc, on appelle nous l'approche métabolique avec l'alimentation est vraiment un outil qu'il faudra avancer. Donc, le cancer est avant tout un déséquilibre du métabolisme causé par notre mode de vie et notre environnement. Ainsi, il faut s'attaquer aux véritables causes et non pas aux effets. Mieux vaut prévenir qu'avoir soigné un cancer, même de façon précoce. Et actuellement, on met beaucoup d'emphase sur la détection précoce, mais si on ne fait rien pour prévenir, on fait juste laisser progresser le cancer, je pense que c'est pas une bonne approche. Je vous remercie et j'espère que ce contenu vous a plu. À la prochaine.